Son Excellence John Marshall, bonjour. Bonjour. John Marshall, vous êtes l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni en République de Guinée. Au moment, on disait l'ambassadeur de l'Angleterre. Au moment, c'est la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui explique ce changement? Bon, ce n'est pas un changement, mais il faut comprendre ce que c'est le titre de mon pays. Et ça, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Alors, le Royaume-Uni, c'est une union de 4 nations, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et la Grande-Bretagne, c'est une île où se trouvent 3 de ces 4 pays, c'est-à-dire Angleterre, Pays de Galles et Écosse. Et l'Irlande du Nord, bien évidemment, fait partie de l'île d'Irlande. Alors, Angleterre, moi, en fait, je suis anglais parce que je viens d'Angleterre, mais je suis aussi britannique. Et les Écossais, surtout, ils n'aiment pas qu'on parle de l'Angleterre, qu'on parle du Royaume-Uni, parce que l'Angleterre, comme je viens de dire, c'est seulement une des 4 nations du Royaume-Uni. D'accord. Monsieur John Marshall, et depuis combien de temps vous êtes en service en République de Guinée? Depuis fin mars de l'année dernière. Son Excellence, dans la coopération, dans la défense des intérêts des pays un peu partout, il y a régulièrement des rencontres avec les États dans lesquels vous représentez votre pays. Actuellement, vous êtes en Guinée et quand vous rencontrez les autorités guinéennes, peut-être le ministère des Affaires étrangères jusqu'à la présidente de la République, quelles sont les questions réellement que vous évoquez quand vous êtes ensemble? Bon, j'ai le plaisir de rencontrer les ministres du gouvernement assez régulièrement. Plus récemment, j'étais à Londres pour un forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Auquel participait monsieur ou madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, monsieur le ministre du Plan et de la Coopération internationale, et le ministre directeur à la primature. Alors bien évidemment, nos discussions c'était surtout sur comment renforcer les relations économiques et commerciales entre nos 2 pays à travers, par exemple, le soutien dont je viens de parler de UK Export Finance ou une société, une organisation qui s'appelle British International Investment, qui est notre institution de développement pour le financement du développement. Nous avons aussi échangé sur comment aider la Guinée à exporter au Royaume-Uni. Après notre sortie de l'Union européenne, nous avons mis en place un cadre réglementaire très propice aux exports de la Guinée et des autres pays sur le voie de développement qui le permettent d'exporter par exemple des produits agricoles sans tarif et sans quota. Et dans le marge de cet événement, on a travaillé avec Agipex pour faire connaître aux participants de ce forum le fonio. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup de produits guinéens qui sont très connus dans le monde parce que ça se cultive un peu partout, comme le café, comme le cacao, comme les mangues, l'ananas. Mais fonio, c'est quelque chose qui est, comme vous savez très bien, la Guinée, c'est le premier pays producteur du fonio. Mais ce n'est pas très connu, surtout dans les pays occidentaux, mais je pense que ça va être beaucoup plus connu parce que le fonio, c'est quelque chose, que c'est une céréale
qui est très nutritive et qui est aussi très résilient au changement du climat. Et ça va être très important dans l'avenir. Et c'est aussi, je ne sais pas exactement comment ça se dit en français, peut-être gluten libre, gluten free. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de consommateurs dans les pays occidentaux, ils exigent, des produits sans gluten. Alors, j'espère que peut-être on peut travailler avec la GIPEX pour voir comment on peut valoriser le fonio dans les pays comme le Royaume-Uni. D'accord. Son Excellence John Marshall, et à côté de cela, est-ce que vous évoquez parfois des questions politiques ou des droits de l'homme? Oui, bien évidemment, dans mes discussions avec quelques ministres, comme le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et les Guinéens établis en étranger, je soulève des questions internationales, mais aussi la situation politique ici en Guinée et les questions des droits de l'homme, oui, certainement. D'accord, c'est les questions des droits de l'homme, et naturellement, il y a le mot peut-être, c'est diplomatique et tout. Quand on parle de crise politique, de disparition de personnalités publiques et tout, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment que vous demandez des comptes à l'État guinéen, ou bien vous demandez à ce qu'il y ait directement une lumière sur ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de plaintes de part et d'autre? Bon, sur la situation politique, nous sommes, comme vous savez certainement, un pays démocratique, une démocratie. Et nous pensons que la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernance, de gouvernement. Et je pense que les Guinéens, ils ont la même pensée. Alors c'est évident que beaucoup de personnes, ils attendent avec une impatience le retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités y travaillent. Il y a eu un glissement dans le calendrier sur lequel ils sont mis d'accord avec la CEDEAO. Mais on voit que maintenant il y a... Bon, la première étape sera un référendum sur l'avant-projet de la Constitution. On a maintenant un avant-projet. Ça a été vulgarisé dans toutes les préfectures de la Guinée. Je ne sais pas exactement ce qui se passe maintenant, mais je pense que bientôt, cet avant-projet sera finalisé, c'est-à-dire ce sera prêt pour le référendum. Bon, après ça, il faut un fichier électoral. Et je pense que, et ça je le dis souvent au gouvernement, ce serait une bonne idée de donner un peu plus de visibilité sur le calendrier électoral. D'accord. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur du pays qui veulent savoir quand sera le référendum, quand seront les élections présidentielles. Mais il y a beaucoup de gens à l'extérieur du pays qui posent la même question. Et souvent, ce sont des investisseurs potentiels, surtout les banques, surtout des acteurs économiques internationaux très très importants, le type d'investisseurs que les autorités guinéennes veulent attirer. Et ils posent la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le calendrier? Et parce qu'ils ont des conseils d'administration, parce que beaucoup sont cotés sur les bourses principales du monde, il faut qu'ils justifient leurs investissements à leurs actionnaires, à les membres du board, du conseil d'administration. Il faut savoir que
bon, on discute beaucoup la question de la risque. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la risque, des facteurs économiques, des facteurs politiques, mais les investisseurs sont beaucoup rassurés par l'ordre constitutionnel des gouvernements qui sont élus, par l'état de droit. Alors je pense que ce sera une bonne chose que les préparations que le gouvernement, que les autorités guinéennes font en ce moment pour boucler la transition, que ça avance efficacement, afin que la transition soit finie avant la fin de 2025 ou plus tard. D'accord. Et naturellement, à côté de ça, vous avez vu les activistes des droits de l'homme, les activistes qui parlent au nom de défense des constitutions et tout. Il y a beaucoup de disparitions. Il y a Foni Kemenge, Biloba. Et récemment, c'est Habib Marouane. Et les autorités guinéennes annoncent qu'ils ne sont pas dans les mailles, qu'ils ne sont pas dans les unités de police ni de gendarmerie. Et quelle est le regard que vous posez sur tout ça? Bon, on vient de fêter la Journée internationale des droits de l'homme. Et bien évidemment, c'est un moment pour réfléchir sur la situation, sur les défis, pas seulement ici en Guinée, mais partout dans le monde. Comme vous venez de dire, il y a eu ces disparitions de quelques individus. Quelque chose qui est préoccupant. Et j'ai beaucoup d'émotions pour les familles, pour les épouses, les enfants qui ne savent pas où sont le papa. Foni Kemenge et Biloba, moi je les connais personnellement. Et quand on connaît quelqu'un personnellement, bien évidemment, on s'inquiète à ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai entendu les explications du gouvernement, qu'ils ne sont pas du tout impliqués. Mais comme des autres membres de la communauté internationale, si ça c'est le cas, j'espère qu'il y aura une enquête approfondie qui va révéler où ils sont, et nous espérons tous qu'ils vont être très bientôt, ce serait possible pour eux de retourner à leur famille. D'accord. On va terminer peut-être un mot un peu par rapport aux difficultés liées à la fermeture de certains médias indépendants aujourd'hui. C'est beaucoup de familles qui sont au chômage, mais ça donne un coup aussi à la liberté d'expression. Bon, je pense que la liberté d'expression est quelque chose qui est très très importante. Comme vous savez, sans doute, nous avons chez nous au Royaume-Uni un média qui est très très vibrant, qui discute, qui pose la question, qui lance les défis à tout le monde, que ce soit au gouvernement, au secteur privé, à la société civile. C'est bon d'avoir ces débats. Et à mon avis, c'est une des choses qui vraiment donne la vie à une démocratie et qui crée un environnement sain et propice pour le développement et pour la croissance. Bien évidemment, il faut que les médias soient responsables, mais il y a beaucoup de façons de gérer
ça. Quand moi je suis arrivé ici, j'ai été impressionné par les débats qu'on pouvait écouter sur plusieurs chaînes de télévision ou de radio. Et moi aussi, j'ai même participé, pas tellement dans les débats politiques, mais c'était des plateformes intéressantes, par exemple, pour parler de notre programme de bourse ou de parler des événements au Royaume-Uni. Je m'en souviens que j'ai été invité peu après ou avant la coronation de notre nouveau roi, par exemple. Alors, un média libre et vibrant, c'est une bonne chose pour un pays. D'accord. Mon Excellence, John Marshall, on va poser la dernière question. On va évoquer un peu les questions de visa. L'Afrique s'est plaint beaucoup de ne pas trouver régulièrement de visa, bien que les gens postulent un peu partout. Aujourd'hui, c'est en ligne et vous êtes moins intéressé, peut-être vous êtes moins touché par rapport à ça. Je ne sais pas, s'agissant de l'Angleterre, c'est parce que nous sommes dans un pays francophone, il y a moins de demandes pour l'Angleterre, ou bien les gens le font surtout dans les pays anglophones à côté, ou bien il y a suffisamment de demandes qu'on ne connaît pas en République de Guinée vis-à-vis de l'Angleterre. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je sais que les Guinéens, ils ne sont pas très satisfaits qu'il faut aller à Freetown pour donner la biométrie. Bon. Dans notre système, l'application se fait en ligne et c'est une société privée qui gère la prise de la biométrie avec les décisions qui sont prises par des agents d'immigration au Royaume-Uni. Alors, ce n'est pas le cas que nous avons ces centres dans tous les pays. En Afrique, par exemple, je pense que il y a 55 pays. En Afrique, je pense qu'il y a ce centre dans à peu près la moitié. Et comme vous venez de dire, c'est plutôt lié à la demande. C'est vrai aussi que le fait qu'il faut aller à Freetown pour donner la biométrie, ça a un effet qui supprime un peu la demande. Mais il y a de plus en plus de Guinéens qui voyagent au Royaume-Uni. La semaine dernière, vous étiez, je pense, une bonne soixantaine qui ont participé dans ce forum dont je viens de parler. Alors, il paraît que la demande augmente. Bon, c'est pas le cas que là où ils ont les centres sont figés pour toujours. Il y a la possibilité qu'à un moment, dans l'avenir, peut-être un centre sera ouvert ici à Conakry. Mais ce n'est pas dans le court terme. Mais moi aussi, je travaille pour que ça soit réalisé. D'accord. Avant de vous laisser, c'est pratiquement terminé, mais on va vous demander quelles sont les raisons de votre visite à Maliembéré au pied du Moloura. Bon, nous soutenons un projet à Mali. Nous travaillons avec une association qui m'a vraiment impressionné. Ils sont venus me voir. Ils sont très professionnels, très actifs, très dynamiques. Alors nous avons décidé de financer un projet de formation d'une centaine à peu près de jeunes, femmes et hommes, surtout dans l'entrepreneuriat. Alors la raison, c'est pour visiter l'équipe qui a organisé ce projet. Il y aura une cérémonie et de voir un peu ce qu'ils font sur le terrain. D'accord. Ok, Son Excellence John Marshall, ambassadeur extraordinaire du Royaume-Uni en Guinée. Et merci beaucoup.
De rien. Merci. Je vous remercie pour l'interview. Merci.